Imaginez l'Afrique à la fin du XIXe siècle. Un continent où les royaumes anciens s'effondrent les uns après les autres sous la pression des puissances européennes. La conférence de Berlin a découpé l'Afrique comme un gâteau, sans égard pour ses peuples, ses frontières ancestrales ni sa dignité. Mais au cœur des hauts plateaux escarpés de l'Afrique de l'Est, un empire refuse de plier. Un empire refuse de se soumettre. Un empire refuse d'abandonner sa liberté millénaire. Cet empire, c'est l'empire d'Éthiopie, héritier de la dynastie salomonide, gardien d'une chrétienté orthodoxe vieille de plus de 16 siècles, fier de ses églises taillées dans la roche de l'Alibla et de sa lignée légendaire reliant le roi Salomon à la reine de Saba. À sa tête, l'empereur Ménelik II, stratège visionnaire et modernisateur implacable. À ses côtés, l'impératrice Taïtu-Bétul, femme d'une intelligence politique rare, d'un courage guerrier exceptionnel et d'une détermination farouche. Leur histoire n'est pas seulement celle d'un couple royal. C'est celle d'un peuple uni dans sa diversité, Amara, Tigréen, Oromo, Gurage et bien d'autres qui choisit collectivement de rester debout. C'est celle d'une bataille qui va ébranler le mythe de la supériorité européenne, la bataille d'Adwa, le 1er mars 1896. Ce jour-là, sur les collines arides et les vallées du nord de l'Éthiopie, près de la petite ville d'Adwa, l'impossible devient réalité. Une armée africaine, massive, unie et déterminée, inflige une défaite humiliante à une puissance européenne moderne. Et l'histoire du continent, et du monde colonisé, change pour toujours. À la fin du XIXe siècle, l'Afrique traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Les puissances européennes, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Portugal, Belgique et Italie se lancent dans la ruée sur l'Afrique. Après la conférence de Berlin, 1884 à 1885, le continent est arbitrairement découpé, ses royaumes ignorés, ses ressources convoitées. Des rois sont destitués ou transformés en marionnettes. Des populations sont soumises par la force des armes, des traités inégaux et la supériorité technologique. Pourtant, au cœur des hauts plateaux d'Éthiopie, un empire ancien résiste depuis plus de 2000 ans. Il a survécu aux invasions arabes, ottomanes, égyptiennes et aux guerres internes du Zémen Mesafin, l'ère des princes. Cet empire fier, chrétien orthodoxe, incarne une indépendance farouche. La nouvelle menace vient de la mer Rouge, l'Italie, nation unifiée depuis 1861 seulement, avide d'un empire colonial pour rivaliser avec les grandes puissances. L'Italie a déjà annexé l'Érythrée. Elle vise maintenant l'Éthiopie entière. C'est dans ce contexte qu'émerge Ménelik II. Né en 1844 sous le nom de Salmariam, fils du roi de Shewa, il grandit au milieu des complots et des guerres civiles. Emprisonné par l'empereur Théodore II, il s'évade, consolide son pouvoir régional, et après la mort de l'empereur Johann IV en 1889, est couronné empereur. Ménelik n'est pas seulement un guerrier, c'est un modernisateur visionnaire. Il importe massivement des armes modernes, fusils gras français, berdans russes, rementons italiens par dizaines de milliers. Il fait construire routes, ponts, fortifications. Il pose les bases d'Addis Abeba, nouvelle fleur, comme nouvelle capitale. Avec l'aide de conseillers étrangers, dont l'ingénieur suisse Alfred Ilg, il introduit le télégraphe, la poste, le téléphone, l'électricité et lance le projet ambitieux du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. Il renforce l'unité entre les régions, Shewa, Tigré, Gojam, Wollo, par des alliances matrimoniales et politiques. Il transforme progressivement un empire féodal en un État centralisé capable de résister à la menace coloniale. Et à ses côtés se tient Taïtu-Bétul, son épouse, une femme d'une intelligence et d'un courage hors du commun, qui joue un rôle central dans cette modernisation et dans la résistance qui s'annonce. À Rome, l'Italie rêve de gloire impériale. En 1889, elle signe avec Ménelik le traité de Uxali. Mais une trahison linguistique s'y cache. La version italienne fait de l'Éthiopie un protectorat italien, tandis que la version amharique ne parle que d'amitié et d'alliance. Lorsque la supercherie est découverte en 1893, Taïtu-Bétul pousse fermement l'empereur à dénoncer le traité. Ménelik déclare avec une détermination sans faille : « Mon royaume est un royaume indépendant et je ne cherche la protection de personne. » Il ajoute plus tard : « Ce pays est le mien et aucune autre nation ne peut l'avoir. » L'Italie, furieuse, choisit la voie militaire. Le Premier ministre Francesco Crispi et le général Oreste Baratieri sont convaincus qu'une poignée de soldats européens suffira à soumettre ces « sauvages ». Ils sous-estiment gravement la détermination éthiopienne et le génie stratégique de Ménelik et Taïtu. Ménelik sait que la guerre est inévitable. Le 17 septembre 1895, il lance une proclamation historique à tout son peuple.
Aujourd'hui, un ennemi qui veut détruire notre patrie et changer notre religion a franchi nos frontières données par Dieu. Avec l'aide de Dieu, je ne lui livrerai pas mon pays. Vous, mes compatriotes, je ne vous ai jamais fait de tort sciemment, et vous non plus. Aidez-moi, vous qui avez du zèle et de la volonté, ceux qui n'en ont pas, pour l'amour de vos femmes et de votre religion, aidez-moi par vos prières. Des dizaines de milliers de guerriers répondent à l'appel. L'armée éthiopienne atteint entre 100 000 et 132 000 hommes, dont une grande partie équipée de fusils modernes, plus de 70 000, d'artillerie et de cavalerie. L'impératrice Taïtu-Bétul devient l'âme de cette mobilisation. Elle commande sa propre unité de près de 5 000 à 6 000 fantassins et 600 cavaliers, accompagnée de 100 femmes dont la princesse Euditu. Elle organise la logistique, motive les troupes et déclare avec force « Je suis une femme et je n'aime pas la guerre. Cependant, je préférerais mourir plutôt que d'accepter cela. » Elle persuade Menelik d'agir et joue un rôle clé dans l'équipement en canon. Avant Adwa, lors du siège de la forteresse italienne de Mekelle, Taïtu conçoit une tactique brillante. Elle fait détourner les sources d'eau qui alimentent les Italiens. La soif et la faim forcent la garnison à se rendre sans combat prolongé. Menelik en tire une leçon. Il évitera d'attaquer frontalement les positions fortifiées et choisira un terrain ouvert favorable. Début 1896. Les armées convergent vers Adwa, dans le nord du Tigray. Les Italiens alignent environ 17 000 hommes, soldats italiens et askaris érythréens, commandés par le général Oreste Baratieri, avec artillerie et mitrailleuses. Ils avancent confiants, mais avec des cartes inexactes, un ravitaillement insuffisant et un moral fragile. Menelik, lui, utilise le terrain accidenté à son avantage, montagnes, ravins, broussailles. Il diffuse de fausses rumeurs sur la petite taille de son armée et des divisions internes pour endormir l'ennemi. Le matin du 1er mars 1896, dans le brouillard et l'obscurité, les colonnes italiennes lancent une marche nocturne. Le plan prévoit 3 brigades, Alberton à gauche, Arimondi au centre, Dabormida à droite, et une réserve, Elna. Mais à cause de cartes erronées, de guides locaux mal interprétés et d'une mauvaise coordination, les colonnes se dispersent, se mélangent et se perdent dans les vallées et les passes. Vers de 3h30 à 5h du matin, la brigade d'Alberton dévie de sa route et se retrouve isolée près du mont Abba-Jerima. Les Éthiopiens, positionnés sur les hauteurs, observent et attendent le moment parfait. Vers 6h du matin, le combat éclate. Les guerriers éthiopiens surgissent par dizaines de milliers. La cavalerie charge, l'infanterie tire avec précision grâce aux fusils modernes. Ils appliquent la tactique classique éthiopienne de l'Afna, envelopper l'ennemi, resserrer le cercle sous le feu des fusils et de l'artillerie, puis charger au corps à accent grave-corps. Taïtu-Bétul commande ses troupes avec autorité. Elle dirige des opérations médicales, motive les combattants qui faiblissent. Ma féminité et votre masculinité vont être testées sur le champ de bataille, et surtout supervise l'opération qui coupe l'accès des Italiens à toutes les sources d'eau potable, un coup stratégique décisif qui affaiblit gravement l'ennemi. Vers 9h du matin, Menelik et Taïtu lancent une contre-attaque massive. Les brigades italiennes sont encerclées les unes après les autres. La brigade d'Alberton est presque annihilée. Dabormida, tentant de la secourir, s'enfonce dans la vallée de Mariam Chewito et se retrouve isolée face à des forces supérieures. Arimondi et la réserve subissent le même sort. La bataille est féroce, brutale et sanglante. Les Italiens, stupéfaits par la discipline, le nombre et la coordination des Éthiopiens, voient leur ligne craquer. Vers de 10h30 à 11h, la déroute commence. Baratieri ordonne la retraite, mais il est trop tard. Lorsque le soleil monte haut dans le ciel, la vérité éclate avec force. L'armée italienne est écrasée. Bilan. Côté italien, environ 6 000 à 7 000 tués, dont 2 généraux, 3 800 à 4 000 capturés, dont un général, près de 70% des forces hors de combat. Toute l'artillerie est perdue. Côté éthiopien, entre 4 000 et 7 000 tués et jusqu'à 10 000 blessés. Une armée européenne moderne, équipée d'armes avancées, vient d'être vaincue par une armée africaine unie et déterminée. Les guerriers éthiopiens lèvent fusils, épées et lances vers le ciel en criant leur victoire. En octobre 1896, le traité d'Addis-Abeba est signé. L'Italie reconnaît pleinement l'indépendance de l'Éthiopie et abandonne ses prétentions. Le gouvernement de Crispi tombe à Rome. L'Europe est stupéfaite. Dans toute l'Afrique et dans la diaspora noire, Adwa devient un symbole incandescent d'espoir, de résistance et de dignité. Menelik II et Taïtu-Bétul deviennent des leaders respectés sur la scène internationale. L'Éthiopie reste le seul pays africain à conserver sa souveraineté pendant la période coloniale.
Quel fut le véritable secret d'Adwa? Ce n'était pas seulement la supériorité numérique ni les armes modernes. C'était l'unité d'un peuple dans sa diversité. C'était la connaissance intime du terrain montagneux. C'était une logistique remarquable, dont Taitu fut une grande architecte. C'était une intelligence stratégique, des rumeurs habilement diffusées et une volonté farouche de ne jamais se soumettre. Menelik n'a pas seulement gagné une bataille, il a forgé une nation moderne. Taitu n'a pas seulement accompagné son époux, elle a été stratège, commandante et inspiratrice. La victoire d'Adwa dépasse largement le cadre militaire. Elle brise le mythe de la supériorité raciale et technologique européenne. Elle devient un symbole puissant pour les mouvements nationalistes africains et la pensée pan-africaine. Des décennies plus tard, l'empereur Haïlé Sélassié, descendant spirituel de cette résistance, porte cet héritage sur la scène mondiale. En 1935 à 1941, face à la seconde invasion italienne fasciste, qui utilise même des armes chimiques, il résiste et revient triomphant. En 1963, il préside la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à Addis-Abeba, transformant l'Éthiopie en berceau du panafricanisme. Il déclare « Les Africains n'ont commis aucun péché, sauf celui de rechercher l'indépendance et la liberté face à l'oppression coloniale. » Aujourd'hui encore, chaque année, le 2 mars selon le calendrier grégorien, les Éthiopiens célèbrent Adwa avec une fierté immense. C'est le symbole d'un empire africain qui refusa de tomber, et d'un peuple qui montra au monde que la résistance était possible, que l'unité pouvait vaincre la division, et que la liberté pouvait être défendue. L'histoire de l'Empire d'Éthiopie et de la victoire d'Adwa n'est pas seulement une page glorieuse de guerre. C'est une histoire de courage, de dignité, d'unité et de résistance face à l'arrogance coloniale. Face à la trahison, à la pression, à une puissance étrangère qui se croyait invincible, Menelik II, Taitu Bétul et tout un peuple choisirent de rester debout. Grâce à leur vision, leur unité dans la diversité et leur détermination sans faille, leur empire resta libre. Aujourd'hui encore, le nom d'Adwa résonne à travers les générations comme un appel puissant. La liberté se gagne, se défend et s'inspire. Que cette victoire continue d'inspirer tous ceux qui luttent pour leur dignité, leur souveraineté et leur avenir. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait ressentir la fierté de nos ancêtres, si elle t'a rappelé que la résistance est possible, alors agis maintenant. Like cette vidéo pour honorer la mémoire des guerriers d'Adwa. Écris simplement « Adwa » en commentaire, pour que l'algorithme porte cette histoire encore plus loin. Abonne-toi à Afrique Légendaire TV et active la cloche pour ne jamais manquer les grandes épopées de notre continent. Partage cette vidéo avec un ami, un frère, une sœur, ou quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'Afrique a toujours eu des géants. Parce que l'histoire africaine n'est pas une histoire de victimes. C'est une histoire de rois, de reines, de stratèges, de guerriers et de peuples libres. Et elle mérite d'être connue du monde entier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que l'esprit d'Adwa t'accompagne. Que Dieu bénisse l'Éthiopie. Que Dieu bénisse l'Afrique.